Merci beaucoup pour cette large mise en place dans laquelle il aurait sans doute fallu évoquer le congrès de Grenoble. Je pense que Michel Rocard est vraiment devenu Michel Rocard au congrès de Grenoble, qui est vraiment quelque chose de tout à fait important avec les 2 rapports qu'il a présentés sur les voies nouvelles vers le socialisme, et puis aussi sur la délocalisation. Il y avait là des idées d'une extrême nouveauté. Hein. Il faut voir. Et le congrès de Grenoble a eu beaucoup de retentissement. Moi, je me souviens que, étant à la Sorbonne assistant, ça avait beaucoup de retentissement parmi toute une branche des étudiants. Hein. Il y avait les étudiants trotskistes qui étaient très très actifs, mais il y avait les étudiants qui étaient attirés par le PSU et par Michel Rocard, et le congrès de Grenoble était véritablement quelque chose d'important. Voilà. Mais maintenant, nous allons passer au témoignage, et au témoignage plus direct encore. C'est à vous, Guy Philippot, que je vais donner la parole. Alors, vous êtes mathématicien, vous êtes un enfant de Belleville, si j'ose dire, enfin pas un enfant, mais un homme de Belleville, où vous avez beaucoup milité, vous n'avez cessé de militer dans cette section pour le PSU, et vous avez beaucoup publié, réfléchi, notamment avec ce merveilleux blog, où vous discutez avec Sophie. Moi, j'ai longtemps cru que Sophie, c'était une vraie femme, mais c'est vous qui l'avez inventée. Et dans ces dialogues, vous continuez à développer beaucoup de pensées extrêmement stimulantes. Alors, je vous donne la parole tout de suite. Alors, je vais être très dans la continuité des orateurs précédents, mais avec une optique tout à fait différente. Je ne suis pas historien, on vient de le dire. J'interviens en tant que militant. J'ai fait 60 années de militantisme actuellement, dont 30 années du PSU. J'ai été, je vous le raconterai tout à l'heure, j'ai été dans le bureau de la Fédération de Paris 4 ou 5 fois. J'ai été secrétaire de la section du 19e arrondissement, puis celle du 20e, et c'est pas moi qui ai quitté la section, c'est le PSU qui m'a quitté. Voilà, donc je vais essayer de donner des compléments à ce qui a été dit. Ça s'inscrit assez dans la continuité et ça m'évitera des choses que j'avais l'intention de dire. Voilà, donc d'où je parle, vous voyez, je parle en tant que militant du PSU qui a vécu toute la période du PSU, et en particulier, le plus intensément, celle qui se situe entre la fondation et 1968. Donc, au départ, j'étais, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par Morin, j'étais, moi, issu de l'UGS. J'avais appartenu avant le PSU à l'UGS. Donc, voilà. Donc, je vais faire un portrait de Rocard qui est différent de sans doute celle que vous avez tous et toutes. C'est-à-dire qu'on connaît maintenant Rocard comme membre du Parti socialiste et ministre. Le Rocard de cette époque, qui d'ailleurs s'appelait pour beaucoup de gens Servet, n'est pas du tout le même personnage que vous avez en tête. Moi, je voudrais montrer que c'est un personnage que ne peut pas baptiser de révolutionnaire, bien que, dans un certain nombre de ses écrits que j'ai relus, il employait souvent le mot parti révolutionnaire. Mais c'était quand même déjà un social-démocrate, mais un social-démocrate particulièrement radical. J'avais centré mon intervention sur le radicalisme de Rocard à l'époque. Et puis, l'intervention précédente me donne l'idée, pour être un peu plus vivant, de parler du personnage lui-même. Dans la période où je l'ai connu en 60, Rocard parlait avec une vitesse de mitrailleuse, les idées se bousculaient de façon telle qu'il était difficile de le suivre, surtout que c'était pas de la langue de bois, c'était du contenu. Vous l'avez entendu sans doute ensuite à la télé, où il parlait encore relativement rapidement, mais c'était rien à côté de cette époque. Il se baladait constamment avec une énorme serviette qui devait peser des kilos, pleine de documents, donc par rapport à l'aspect entre
aux fonctionnaires et militants. Je pense qu'il y avait là une sorte de truc assez amusant. Voilà, donc, pour vous dire pourquoi j'ai connu, pourquoi Rocard à cette époque est devenu un ami, en même temps qu'Ergon d'ailleurs. Donc, pourquoi je ne vais pas revenir, ça a été fait brillamment précédemment, sur sa rupture avec la prudence des hauts fonctionnaires à propos du rapport qu'il avait fait sur l'Algérie et les camps d'internement. Ça a été dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Donc, moi, on a parlé, Gilles Morin a parlé de la naissance du PSU et de le miracle qu'avait constitué une alliance de forces qui se détestaient auparavant. Et alors, moi, ma raison pour laquelle je me sens concerné par cette période, c'est 1961, c'est-à-dire la première faille importante dans l'histoire du PSU sur l'insoumission, pratiquement. Et pour répondre à Gilles Morin, je pense que l'alliance Rocard-Ergon et l'entrée de Rocard dans la même majorité qu'Ergon se situe là, sur l'insoumission. À ce moment-là, en 61, à Paris en particulier, mais je crois sans doute au niveau national, 3 textes s'affrontent violemment. Un texte qui est issu en gros de trotskistes et de chrétiens, en gros, et plus particulièrement de l'UGS, dit que le PSU doit appeler les jeunes à refuser d'aller faire la guerre en Algérie, de s'insoumettre, donc de prendre un risque colossal. Un deuxième texte est signé par les gens venus du PSA, dont Rocard à l'époque, et qui trouve ça invraisemblable de compromettre éventuellement la vie de jeunes personnes, pour sans doute même peut-être toute leur vie, alors que le PSU, lui, ne prendrait aucun risque, sauf celui d'être éventuellement dissous par le pouvoir. Et une troisième motion, dont Ergon était l'un des tenants, disons, était une motion centrale ou centriste, comme vous voudrez, qui n'appelait pas à l'insoumission des jeunes pour la guerre d'Algérie, mais qui disait le PSU soutiendra les insoumis, sera solidaire avec eux, mais il n'appelle pas, lui demande pas lui-même à cette insoumission, et du coup, si vous voulez, c'est cette motion qui l'a emporté, évidemment, la motion en question, et qui a poussé, par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, qui a poussé cette partie victorieuse, dont je reparlerai tout à l'heure, à se dire, on a un peu désespéré un certain nombre de jeunes très activistes en refusant d'appeler à l'insoumission, il faut qu'on trouve des actions de masse. Donc, le PSU de l'époque, je ne sais pas si beaucoup l'ont vécu, a d'abord fait une manifestation place Clichy, avec de preux montant sur la statue et avec des méthodes inspirées de la résistance avec, je crois, par Savary en particulier, et qui a été dispersée avant que les forces puissent intervenir. Puis des manifestations interdites, réprimées violemment, avec une partant de la mutualité à Paris, auquel j'ai participé, et qui était totalement réprimée par la police. Donc les jeunes avaient des actions de masse et pas seulement le risque de l'insoumission. Alors, pour revenir à une question qui est, à mon avis, centrale, sur la place de Rocard dans cette période du PSU. Dans ce débat sur l'insoumission, Ergon et Rocard se sont appréciés par leur vision, réaliste de la situation. L'un et l'autre ils se sont appréciés réciproquement. Ce qui a permis à Ergon, qui voulait conquérir la mairie de Paris au détriment de Mireille Haussmann, on retrouve Mireille Haussmann dont je parlais tout à l'heure, de faire ce qu'il a appelé de couper l'omelette par les deux bouts. Ça voulait dire que son bureau de Paris était constitué de gens de son texte, mais il avait récupéré des deux côtés, aux deux bouts, Rocard pour la partie des gens venus du PSA et peut-être un autre, je crois, et des gens qui avaient signé la motion favorable à l'insoumission, dont moi et le mari de Geneviève Le Prieur, que beaucoup ici ont connu.
Donc, voilà, donc, et cette alliance l'a emporté et a géré la Fédération de Paris en hostilité violente avec Popren pendant plusieurs années, ayant perdu d'ailleurs une fois ou deux pendant un mois ou deux. Et j'ai donc ce tandem qui est effectivement ahurissant entre Rocard et Ergon. Alors oui, il faut que je précise. Ergon était le secrétaire de la fédération. Rocard, comme tu l'as dit, s'occupait de la formation et il a toujours considéré ce travail comme prioritaire. Donc tu avais raison de souligner ça tout à l'heure. Et moi j'étais trésorier de la Fédération de Paris. Nous avons eu, vous n'êtes pas au courant sans doute des effectifs des partis, nous avons eu à cette époque plus de 2000 adhérents dans la seule Fédération de Paris. Donc j'ai vu le tandem Rocard-Ergon pratiquement chaque jour pendant des mois, donc je connais humainement tous les deux très bien dans cette période, et je peux dire que le tandem jusqu'en 68 a été parfaitement soudé, il n'y avait pas de désaccord de fond, et il y avait peut-être un peu, étant donné la personnalité de l'un et de l'autre, une méfiance pour l'avenir de l'un par rapport à l'autre et réciproquement, mais c'est un tandem qui était réellement soudé et qui a mené une bataille politique dure contre le courant de Popren. C'était d'une violence que vous avez du mal à imaginer actuellement. Voilà, donc, alors, je disais que j'allais faire un portrait de Rocard comme l'homme des ruptures. Donc, première rupture, avant d'être au PSU, avec la prudence des hauts fonctionnaires à propos de son rapport. Ça, c'est déjà une première rupture. Deuxième rupture, en quittant la vieille maison socialiste avec Savary, Depreux, Verdier, etc., c'est une rupture par rapport à une rupture de base. Et oui, je n'avais oublié de dire que, à propos de son rapport sur la guerre d'Algérie, je ne sais pas si vous le saviez, il a été exclu de la direction des étudiants, des jeunesses socialistes ou des étudiants socialistes, et Michel Debré a voulu lui faire perdre son poste de haut fonctionnaire. Il n'a pas réussi, mais il a risqué son poste de haut fonctionnaire. Donc, rupture à ce moment-là. Rupture ensuite, comme Gilles Morin parlait tout à l'heure, dans le PSU dans les années 60, avec ces vieux copains venus de la SFIO, avec ceux qui étaient des amis pour lui, Verdier, Savary, etc., etc. C'est une rupture qui a été, je pense, très mal vécue par les autres, mais je pense que l'accord de Rocard dans la majorité actuelle de ce moment-là, dont le penseur était Gilles Martinet et Depreux était la figure titulaire. Ah, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, d'accord. Et donc, il y avait moi, pour avoir participé à toutes les discussions théoriques et pratiques et à des actions nombreuses de l'époque, je peux dire que l'accord de Rocard avec cette majorité-là était sur le fond et n'était pas dit. Je ne crois pas qu'elle soit liée aux chrétiens. Je pense que Rocard avait gardé un pas très bon souvenir des chrétiens à propos de l'insoumission. Il les trouvait trop moraux et pas assez politiques. Donc voilà, deuxième ou troisième rupture. Ensuite, il y a un truc marrant, si vous voulez, par rapport, vous ne savez pas forcément en n'ayant pas lu tous les bouquins sur le PSU, rupture de Rocard avec son père. Son père aurait souhaité que Rocard devienne un grand scientifique comme lui. Et Rocard a voulu faire de l'économie, de la politique, et son père l'a obligé du coup, à payer ses études. Donc, il a été, pendant 2 ans, tourneur-fraiseur au laboratoire de la rue d'Ulm. Ce n'était pas une entreprise ouvrière dure, mais c'était quand même un travail de tourneur-fraiseur. Et il raconte lui-même, Bernard Ravenel doit se souvenir de ça, il raconte qu'il a été à ce moment-là avec un contremaître dans cet atelier, qui était membre de la Ligue communiste, et que c'est sa première formation au marxisme. Et pour avoir connu beaucoup de gens de cette époque, il y a des gens qui se prétendaient marxistes, qui n'avaient pas vraiment lu Marx et qui le connaissent mal. Rocard connaissait très bien le marxisme. Il avait été ensuite complété sa formation par Victor Fay, et il a montré sa connaissance le jour où on a célébré les 50 années
de la naissance du PSU. Donc voilà, une deuxième rupture avec celle-ci. Alors, rupture encore ensuite avec le colloque de Grenoble, c'est pas un congrès, c'est un colloque qui a eu lieu à Grenoble, en opposition à Popren, encore une fois, sur le fait que c'était, c'est-à-dire quelque chose qui était sur la démocratie, et quelque part sur le nouveau fonctionnement que devait avoir la société, quelque part un peu le début de l'écologie politique, en tout cas, quelque chose aussi des prémices de la deuxième, ce qu'on a appelé ensuite la deuxième gauche. C'était un colloque auquel Mendes France a participé, et à la même époque, Rocard a publié un livre qui s'appelle Décoloniser la province, qui est, j'espère là-bas, qui donc parlait de la décentralisation 15 ans avant que Defferre ne la réalise. Et une petite anecdote marrante, dans le livre que j'ai écrit moi, là, mon PSU, que j'ai envoyé à Rocard, il m'envoie des remerciements et dit que j'ai parlé, j'ai bien parlé de lui, y compris dans les moments où je n'ai plus été en accord avec lui. Et il me dit, mais il y a des fautes quand même. Tu dis que le décoloniser la province, c'était moi et Mendes, c'est moi tout seul, c'était pas Mendes. Alors, je ne sais pas s'il a raison, mais bon, en tout cas, il affirmait que c'était son œuvre à lui. Voilà. Ensuite, on y a fait allusion tout à l'heure, moment de rupture quand même fondamentale, 1967, un an avant 68. Le courant Popren, depuis toujours, voulait créer des liens avec Mitterrand. Les unes de son journal de tendance, on pourrait même dire de fraction, avec souvent Mitterrand en première page, et un congrès du PSU pour savoir si on rejoint la FGDS de Mitterrand. Sont évidemment favorables à cette thèse le courant Popren, mais aussi Gilles Martinet, qui quitte la majorité dans les partis Ardon et Rocard, et moi, accessoirement. Voilà, donc dans ce congrès, et c'était ou Martinet ou Popren qui devaient succéder à Depreux. Malheureusement, ils sont mis en minorité par le parti. Le PSU, un truc marrant, a mis en minorité pratiquement tous ses secrétaires nationaux, sauf le premier Depreux. Et peut-être un autre, mais je ne suis pas sûr. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont été finalement mis en minorité, y compris Hugues Bouchardin. Voilà, donc ce congrès, il faut trouver un secrétaire national, et Ergon joue un rôle essentiel pour que Rocard accepte et devienne secrétaire national. Et Rocard prend des risques. Il ne savait pas qu'il deviendrait célèbre à l'époque, il ne savait pas qu'il serait candidat à la présidentielle, il avait un poste de fonctionnaire, un salaire magnifique, et il allait perdre sans doute la moitié de son salaire avec des enfants. Donc c'est une rupture qu'il a faite en prenant des risques, et qui a évidemment abouti pour lui à son parcours ultérieur, mais quand même. Et ensuite, il y a la rupture de mai 68, et ce que vous ignorez sans doute, c'est que Rocard a été sur les barricades avec Ergon, je pense que c'est avec Ergon, il était sur la barricade de Gay-Lussac, donc vous voyez, c'est pas l'image d'un social-démocrate pépère qu'on trouve en 68. Il a défilé plusieurs fois, et il y a des photos dans les presses de l'époque, bras dessus avec Krivine. Le PSU a accueilli dans ces locaux de la rue Borromée les JCR de Krivine quand elles ont été dissoutes. Donc Rocard a été en pointe dans les mouvements de 68. Et alors, c'est là le moment de la rupture avec Ergon. Je vais faire trop longtemps. Bon, voilà, donc, et puis, alors je vais presque terminer, donc le moment de la rupture entre les deux personnages, et qui devient important, et qui fait que ceux qui ont appartenu à la GOP ensuite doivent trouver bizarre que le tandem Ergon-Rocard ait fonctionné aussi longtemps. Mais c'est une réalité incontestable. Et la dernière rupture de Rocard, c'est celle où il quitte le PSU en 1974, mais ça c'est l'objet d'un débat ultérieur.